Bonjour les amis, c'est Gigal. Alors j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler d'éléments méconnus sur les pierres, principalement de la Grande Pyramide, et éléments méconnus sur le cuivre paratonnerre en ancienne Égypte. Voilà, parce que j'ai voulu vous montrer qu'il y a bien des éléments que beaucoup de personnes pensent complètement dominés, enfin savoir en tout cas. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des éléments méconnus qui sont très intéressants et qui sont très rarement mentionnés. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais vous parler d'un de mes archéologues préférés, égyptologue archéologue préféré, qui est un Anglais, qui est Flinders Petrie, qui avait 27 ans quand il est arrivé en Égypte en 1880, qui est mort en 1942. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Il y en a comme ça 3-4 que j'aime beaucoup dans les anciens. Il en fait partie. Mais parce que il a utilisé vraiment des méthodes scientifiques. Et ça, c'est assez rare. Son succès vient de son insistance à faire des mesures exactes et les études scientifiques de ces résultats. Et ça, c'est très rare et c'est très précieux parce qu'évidemment, on a tous ces résultats. Alors, pourquoi il était comme ça? Mais parce qu'il avait hérité de la façon de faire de son père, qui était un ingénieur. Or, justement, je trouve que les ingénieurs, les scientifiques de cette sorte sont bien plus à même de comprendre, en tout cas, comment ont été construites les pyramides, pourquoi, etc. Mais bon, évidemment, il en faut beaucoup plus que ça. Il suffit pas d'être ingénieur. Mais en plus, il avait un regard éthique à l'époque où les explorateurs, je vous le rappelle, utilisaient la poudre et les explosifs sur la Grande Pyramide, entre autres. Et lui, il se refusait à le faire et il préférait préserver à tout prix les monuments. Donc ça, c'est tout à son honneur. Alors juste pour rappel, pour bien le situer, pour que vous compreniez la suite, c'est lui qui a trouvé que la base de la Grande Pyramide était une surface nivelée à la tolérance de 0,6 cm sur une zone de 5 hectares 3. La plus grande partie de cette surface étant d'une tolérance encore moindre, de moins de 0,25 cm. C'est Petrie qui a découvert le fait que la pyramide est l'expression de la valeur pi, qui définit la relation de la circonférence du cercle et son radius, alors qu'à l'époque, on pensait que cela avait été utilisé en premier par les Grecs. Donc Petrie a prouvé que les anciens Égyptiens le savaient déjà. Et c'est lui qui trouva que l'épaisseur moyenne des joints entre les pierres était seulement de 0,5 mm sur la Grande Pyramide. Et enfin, c'est lui aussi qui prouva que les Égyptiens sciaient les pierres, en tout cas certaines pierres. Alors maintenant, pourquoi je vous en parle? Parce que Petrie, il a remarqué plusieurs choses très intéressantes. Excusez-moi, dont je vais vous faire part. Petrie, il remarqua quelque chose au sujet de la boîte de granit dans la chambre du roi. Alors, je n'appelle pas ça un sarcophage, parce que ce n'est pas un sarcophage, ça n'en a ni la forme, ni l'épaisseur, etc. Donc moi, j'appelle ça une boîte, jusqu'à ce qu'on en sache davantage, bien sûr. Donc, au sujet de la boîte de granit qui se trouve dans la chambre dite du roi, il trouva qu'il y avait différentes traces de scie à l'extérieur et sur la face ouest du côté nord. Il y a, dit-il, des signes que la scie utilisée a été retirée 2 fois et repositionnée 2 fois avant de faire la coupure finale. Il avait calculé que pour faire ces coupures, il fallait que la scie mesure pas moins de 2,7 m. Vous vous rendez compte, une scie de 2,7 m, c'est absolument incontrôlable pour son utilisation, en tout cas précise. Et puis,
quand vous sciez, vous faites beaucoup d'allers-retours avec la lame avant que cela coupe quoi que ce soit. Alors, pourquoi aurait-il laissé cette marque de faute? Serait-ce qu'il travaillait, alors ça c'est ce que moi je rajoute, hein. Serait-ce qu'il travaillait sur une matière molle qui se serait solidifiée, granit reconstitué, avec un point d'interrogation. Alors ça c'est mon avis, hein, c'est pas ce que dit Petrie, ça c'est mon avis. Mais pour Petrie, lui, il suggérait que les Égyptiens devaient connaître la pointe diamantée. Il affirma la même chose pour des bols en diorite très durs. Je vous rappelle que le diorite, c'est la pierre la plus dure, une des pierres les plus dures. Si vous savez, ces bols magnifiques qui sont avec des inscriptions en hiéroglyphes, qui, comme il le constata, ne pouvaient pas avoir été gravés par des outils en cuivre ou en bronze. Alors, il a imaginé un outil diamanté, mais la parfaite symétrie des hiéroglyphes, leur profondeur, leur équidistance parfaite, exclut cela. Et ça, il comprenait bien ça. D'ailleurs, il disait que c'est le degré de pression pour graver ces hiéroglyphes qui est un problème. Alors évidemment, tout cela s'efface si, comme je le dis, la pierre n'était pas complètement dure à l'origine et qu'on utilisait des sortes de pochoirs ou des tampons à relief. Petrie observa que la surface concave des bols avait été formée utilisant 2 différents axes, ce qui est bien sûr l'indication qu'on avait tourné l'objet sur un tour de potier. Alors là, je reviens encore sur ce que je pense. Alors si c'est sur un tour de potier, la pierre pouvait très bien ne pas être dure. Et il y a encore plus de raisons qu'elle n'ait pas été dure. Mais le truc qu'on vous dit très peu, c'est que en examinant la boîte de la chambre du roi, il trouva qu'elle avait été creusée en la forant par forage tubulaire. Ça veut dire qu'on avait creusé dans la boîte avec sans doute pour Petrie, hein, attention, une mèche ronde, comme celle qui existe pour les forages, et il calcula alors que la pression nécessaire pour le faire, pour creuser ce granit dur de cette boîte qui se trouve au cœur de la grande pyramide, il trouva qu'il fallait 2 tonnes de pression. Alors là, c'était totalement impossible avec un outil de forage basique. Et donc les égyptologues, ils ont fini par ignorer cette question. Ils n'ont pas cherché plus loin, ils ont trouvé que c'était impossible. Et voilà, alors que c'est possible si la pierre était pas complètement durcie. Il trouva aussi des marques restantes de lames que les Égyptiens avaient essayé de polir. Alors des marques de lames sur la pierre de ce granit. Alors, il dit qu'ils avaient dû essayer de polir ces marques avec du sable et de l'eau. Et pareil pour les forages cylindriques multiples, parfaits dans les pierres. Et il trouva que dans ces pierres, sur le parcours du forage, alors d'autres pierres, par exemple celles qu'on trouve à Aboussir, on voit, j'en ai fait énormément de photos, ces trous de forage. Mais alors il y analysa ces trous de forage dans ces pierres très dures, et il observa que les fragments de mica très 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 durs, les cristaux très très durs qui se trouvent à l'intérieur de ces granites, n'avaient pas éclaté sous le passage de cette espèce de forage tubulaire cylindrique, mais c'était en fait écarté sur le chemin de la mèche ou de quelque instrument que ce soit. Donc là encore, on a une preuve, je dirais, qu'on a certainement affaire à de la pierre reconstituée. Alors, pour que vous puissiez bien vous faire votre avis,
Allez voir mon article dans mon site, dans mon blog gigalinsights.com, gigalinsights.com, et ensuite chercher l'article qui s'appelle Les secrets de la pierre molle en Égypte, parce que ceux qui ne l'ont pas encore lu vont trouver beaucoup de choses nouvelles, hein. Je ne parle pas que de Davidovits, très loin de là, je parle de beaucoup d'autres éléments. Donc allez voir. Et puis aussi, vous pouvez voir une ancienne vidéo sur mon YouTube qui s'appelle L'alchimiste du Caire, que je vous conseille aussi parce que à l'époque arabe, ils ont retrouvé des moules, ils ont retrouvé une façon de faire que les anciens Égyptiens avaient. Donc c'est très intéressant. Et puis maintenant, je vais vous parler d'un élément vraiment très peu de gens connaissent sur le cuivre en Égypte ancienne. Et pour ça, on va partir entre Luxor et Aswan, à exactement 105 km au sud de Luxor. Et qu'est-ce qu'on a à cet endroit? On a le temple d'Edfou. Alors je vous rappelle que le temple d'Edfou, c'est ce merveilleux temple, un des très rares qui est totalement comme à l'époque en fait, sauf qu'il date de 237 avant Jésus-Christ seulement, c'est-à-dire qu'il est assez récent, mais bien entendu, il avait été reconstruit sur l'emplacement d'un beaucoup plus ancien, et d'ailleurs on en voit les traces, notamment les murailles de protection quand on y va. Et ce temple était construit en grès. La muraille est vraiment impressionnante, l'ancienne muraille qui est tout autour. Et chose que vous savez peut-être, c'est que juste à côté de ce temple d'Edfou, il y a une nécropole, première dynastie. Vous avez un des premiers pharaons, Wadjet, qui se trouve enterré là. Donc c'est un site qui a été construit depuis extrêmement longtemps. Et je vous rappelle aussi que l'origine du temple d'Edfou, mais alors le très ancien temple, a été créditée à Imhotep, qui a conçu la pyramide de Saqqara, celle de Djoser, et que l'on dit avoir eu une main très importante dans la construction de la grande pyramide. Alors, dans ce temple, il y a une inscription. Je vais vous la traduire, cette inscription, je vais la lire, et c'est écrit. C'est le haut pylône du dieu d'Edfou sur le trône d'Horus, le porte-lumière. Les mâts sont disposés en paires afin de fendre l'orage dans les hauteurs des cieux. Alors voilà, fin de citation. Et cette inscription, ça a été quand même constaté par des experts, mais il y a très peu de gens qui le savent, indique que des mâts de cuivre ont été construits dans ces pylônes. Alors qu'est-ce qu'on appelle pylône? Vous savez, c'est sur la façade du temple d'Edfou, regardez là, ce sont ces deux espèces de tours qui entourent la porte, hein, qui sont censées représenter les deux collines avec le soleil au centre, deux collines de la création. Et tous les temples étaient construits avec ces deux pylônes à la porte. Et le cuivre, il y avait eu des mâts de cuivre qui avaient été construits à l'intérieur de ces pylônes. Et le cuivre étant le conducteur le plus électrique connu, les anciens Égyptiens étaient bien conscients de ses propriétés, puisqu'ils disent dans cette inscription que cela permettait, en les disposant par deux, ces mâts, de fendre l'orage dans les hauteurs des cieux. Donc, ils connaissaient l'utilisation de paratonnerres. Voilà. Et ça, c'est encore autre chose que rarement on vous explique, on vous dit. Voilà les amis, je voulais vous donner ces petits éléments tellement parlants, tellement encore, toujours dans la même direction, qui nous indique la très grande science des anciens Égyptiens. À très bientôt, merci beaucoup à vous et on continue, l'aventure continue.